Dans la suite de notre débat, je le rappelle, la parole est des orateurs des groupes, un orateur par groupe, un temps défini pour chaque groupe. Et je vais appeler le premier orateur. Et il s'agit de notre collègue Jean-Yves Legonte pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le Président de la République, devant les parlementaires de la majorité, s'est livré à une action de populisme d'État qui a étonné et qui a choqué. Pourtant, peut-être grâce à la mobilisation d'une partie de sa majorité, de votre majorité, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a fait part lors de ce débat d'une très grande mesure, et c'est heureux, car nous devons, si nous voulons réussir l'accueil, ne pas avoir l'accueil honteux, mais assumer notre politique et nos valeurs. Pourquoi cette précipitation, malgré tout, dans ce débat? Veut-on éviter d'attendre une évaluation objective de la loi Collomb, votée à l'été 2018, et en particulier de ses mesures les plus controversées? Je pense en particulier au doublement de la durée en centre de rétention, qui n'a fait que compliquer les conditions de rétention, mais aussi celles des agents de la PAF, et les vidéoaudiences sans consentement des personnes qui ont été le vecteur des grèves que vous avez évoquées. Nous ne devons pas avoir l'accueil honteux, et les associations, les collectivités, les citoyens qui se mobilisent pour réaliser cet accueil doivent être accompagnés par l'État. La France, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit à l'Assemblée nationale, ne doit pas être ni plus ni moins attractive que ses voisins, mais il me semblait que la politique du Président de la République était justement de renforcer l'attractivité de la France, et cette attractivité, il faut l'assumer sur tous les aspects, et en particulier sur celui-ci, car finalement, tous lisent les mêmes articles et regardent les mêmes discours. La simplification, vous avez évoqué il y a quelque temps une mission que vous avez donnée au Conseil d'État pour simplifier le droit des étrangers. J'ai pris ça pour votre sens de l'humour légendaire, dans la mesure où, quand je regarde la manière dont, dans la loi Collomb, on a construit une usine à gaz pour supprimer le fait qu'un appel à la CNDA était suspensif, pour doubler les procédures administratives en même temps, faire appel à la CNDA et à un tribunal administratif pour tenter d'éviter de tomber en dehors des exigences de la CEDH, j'ai trouvé ça quand même un peu étonnant, alors que c'est votre gouvernement qui a compliqué un certain nombre de procédures. Mes chers collègues, toutes les migrations sont légitimes, mais l'asile, qui protège le combattant de la liberté, la personne menacée dans son existence, est un droit, un engagement et un devoir pour notre nation. Nos principes constitutionnels et nos engagements conventionnels sont une partie de nous-mêmes, et toutes les migrations ne peuvent pas être mises sur le même plan. Pour déterminer si une personne relève de la Convention de Genève, une instruction de sa demande doit être diligentée. L'asile est un droit et l'immigration est une politique. Il faut bien séparer les choses. L'immigration, c'est aussi une richesse qui a accompagné notre pays dans ces années de croissance. Le Canada, qui n'a pas oublié que c'était une richesse, continue à prospérer. C'est assez étonnant d'ailleurs de réformer les retraites, qu'il n'y aura plus assez de cotisants bientôt, et refuser de constater des forces vives qui travaillent parfois clandestinement dans notre pays. Nous nous engageons ainsi dans une spirale du déclin. Monsieur le Premier ministre, la loi Cazeneuve a parié sur le fait que plus de droits, c'était plus d'efficacité dans le traitement des demandes d'asile. Une demande d'asile rapidement traitée, c'est plus facile, il est plus facile de dire non. Ça a été aussi la mise en place d'un dispositif national d'accueil qui exigeait des moyens qui ont été supprimés par la loi que vous avez votée au Parlement l'année dernière. Le doublement de la durée en CRA a aussi compliqué le travail et les conditions de rétention des personnes. Monsieur le Premier ministre, l'Europe, effectivement, est le cadre aujourd'hui de la politique d'asile. Vous avez cité l'Albanie et la Géorgie qui sont dans le tiercé de tête des pays d'origine de la demande d'asile en France. C'est effectivement un problème. Mais si, en particulier, notre pays refuse à certains pays européens une perspective européenne, ce sont parfois les citoyens qui la prennent par eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec l'Albanie, c'est ce qui se passe avec beaucoup de pays des Balkans occidentaux, c'est ce qui se passe avec l'Ukraine vers la Pologne. Nous devons avoir une politique européenne qui prend ceci en compte. Il faut aussi, avec ces pays-là,
pouvoir signer des accords de sécurité sociale permettant de répondre à un certain nombre de difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Et je signale aussi que la mise en place d'ETIAS, qui a été mise à l'instigation de la France et qui sera probablement développée d'ici 2 ans, permettra d'ici peu de pouvoir vérifier pour les personnes, les ressortissants des pays qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas soumis à une exigence de visa, si effectivement ils disposent des assurances leur permettant d'arriver dans l'espace Schengen. Donc sur ce point, comme sur le renforcement de Frontex qui a été mis en œuvre depuis 2016, oui, l'Europe n'est pas une contrainte pour notre politique d'asile et de migration, mais bien une solution qui nous a permis de faire face en 2015, mais qui aujourd'hui, effectivement, doit faire face à 2 inquiétudes. D'une part, la situation en Turquie et en Grèce, avec une situation d'une Turquie qui n'a plus la capacité de porter seule ce que l'Europe lui demande, et d'autre part, un pays, l'Espagne, qui doit faire face à lui tout seul aux effets chez lui de la crise migratoire américaine, et en particulier avec des ressortissants vénézuéliens et nicaraguayens. Je voudrais aussi préciser un peu les précisions qui me semblent devoir être faites en ce qui concerne la politique d'asile européenne. Dublin pose 2 difficultés. D'abord parce qu'il pose la responsabilité de pays qui, géographiquement, sont au sud de l'Europe et doivent faire face pour tous les autres. D'ailleurs, s'ils ont accepté ça au début, c'est parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'on allait mettre en place un jour Frontex, des hotspots, et qu'on allait obliger à l'enregistrement de tout le monde. Et si je le dis, c'est parce qu'on doit aujourd'hui faire preuve d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande solidarité vis-à-vis de ces pays. On a vu les conséquences que ça pouvait avoir en politique intérieure italienne, mais aussi parce qu'à partir du moment où chaque demandeur d'asile, chaque personne qui rentre sur le territoire est enregistrée sur Eurodac, ça a des conséquences. Et la deuxième difficulté, c'est que, ça a été signalé, il y a des mouvements secondaires. Mais on ne peut pas traiter de la même manière une personne qui est rentrée en Italie et qui va dans un pays pour faire une demande d'asile et dont on dit il est dublinable en Italie, et une personne qui est allée vers l'Allemagne, qui a fait une demande en Allemagne, qui a été déboutée par l'Allemagne et qui revient après en France. Ce sont 2 choses différentes. Or, Dublin ne fait pas la différence. Il faut changer Dublin de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, dans notre comportement à nous, nous avions proposé, lors de la discussion de la loi Asile-Migration l'année dernière, que la France prenne sur elle d'étudier les demandes de ceux qui n'avaient pas une demande d'asile étudiée dans un pays de première entrée, en particulier l'Italie et la Grèce, pour les soulager. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas possible de stigmatiser un certain nombre de pays de l'espace Schengen qui n'ont pas la même histoire que nous. Si on ne peut pas avancer tous ensemble, mieux avancer plus loin, à certains, et je pense que sur ce sujet, une coopération renforcée est possible. On ne peut pas demander à des pays qui n'étudieront pas les demandes d'asile correctement de participer d'accepter des personnes dont ils vont étudier la demande. Ils ne vont pas le faire correctement. Il convient d'abord de faire en sorte qu'on ait une reconnaissance mutuelle des instructions des demandes d'asile entre un certain nombre de pays européens, quitte à ce que ce soit une coopération renforcée. Cette coopération renforcée, elle est possible. Et pour que ce soit suffisamment reconnu, il faut faire une cour européenne du droit d'asile entre ces pays, de manière à assurer à tous les demandeurs que leur dossier sera traité de la même manière. La deuxième chose, c'est assurer à une personne qui a obtenu l'asile qu'elle a le droit à la même liberté de bouger, d'installation qu'un ressortissant européen. Enfin, la troisième, c'est de développer les visas pour asile, en tout cas dans le cadre de cette coopération renforcée, parce que la France le fait un peu, mais il faut essayer de normer un peu plus tout cela. Il n'est pas logique que beaucoup de ceux qui sont sans statut et sans moyens dans nos rues soient simplement des dublinés qui ne savent pas où aller. Quelques idées, quelques rappels aussi. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, l'aide médicale d'État est essentielle. 50% des pathologies du sida en France sont par des étrangers. 50% des pathologies du sida des étrangers ont été contractées en France. C'est toute l'image de la précarité et toute l'importance de cette politique, qui est une politique de santé publique, ni plus ni moins. Vous l'avez dit, les quotas, si on veut respecter nos exigences, on ne peut pas faire grand-chose. Et on peut d'autant moins faire grand-chose qu'on a moins de 30 000 personnes qui ont chaque année un premier titre de séjour pour des raisons économiques. La Pologne en a 20 fois plus. Alors, c'est quand même difficile de faire en sorte
de pouvoir le faire. Et je rappelle aussi que sur les étudiants, le grand succès de votre politique, j'étais au Brésil il y a peu de temps, cette année, moins 40% d'étudiants brésiliens arriveront en France par rapport à l'année dernière. Voilà les effets de la politique d'attractivité sur ce sujet de notre pays. Vous avez aussi précisé les conditions du regroupement familial, qui sont franchement pas favorables et qui assurent que les personnes qui viennent avec leur famille sont des personnes qui contribuent au budget de la nation. Et je rappelle que les familles de Français, qui sont une partie importante des personnes qui obtiennent des premiers titres de séjour, ça n'est pas si simple. Et je vous le dis en tant que Français de l'étranger, représentant des Français de l'étranger, ce n'est pas si simple d'arriver en France quand on est conjoint de Français. Monsieur le Premier ministre, il faut aussi arrêter de dire qu'en France, c'est le droit du sol. Ce n'est pas le droit du sol, c'est le double droit du sol. Ou alors, le droit du sol avec action volontaire, après condition de scolarité et de stage. C'est très différent. Parce qu'il ne faut pas laisser croire aux gens qu'il suffit de naître en France pour devenir français. Parce qu'après, on a la situation de Mayotte. L'accueil aussi est une préoccupation aujourd'hui, plus de 3 fois plus à Paris qu'il y a 2 ans. Et il a fallu qu'un décès soit constaté à Saint-Herblain pour que la préfecture se mette enfin à faire un recensement des besoins des personnes qui étaient sur un campement. Nous avons le sentiment que le gouvernement veut exploiter cette situation au seuil des municipales et M. Griveaux n'a pas échappé à ça hier. Les associations, collectivités ont besoin des mobilisations et des moyens qui viennent de l'État. Et tout cela, Monsieur le Premier ministre, est absolument essentiel pour pouvoir faire en sorte que l'accueil se passe correctement. Je dirais aussi dans notre pays, si on veut réussir l'intégration, il faut arrêter de faire bienvenue chez Kafka. Les mineurs isolés qui sont accompagnés par les départements, ils ont 18 ans, ils sont laissés à eux-mêmes pour leur prochain titre de séjour. Les difficultés procédurales pour accéder au droit du travail, qui favorisent l'esclavage, les réseaux, et qui sont totalement hypocrites, et qui favorisent ceux et les employeurs qui ne veulent pas respecter les droits. Il n'y a pas d'intégration sans égalité de droits. Et ça, c'est particulièrement important pour les personnes qui naissent en France, qui n'ont pas connu leur pays d'origine, et qui doivent se sentir chez eux, sinon on a un problème. Et quoi dire des files d'attente qui se multiplient et qui font qu'aujourd'hui, beaucoup se retournent contre l'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y aurait encore beaucoup à dire, mais il est essentiel de faire preuve de courage. L'asile, ce n'est pas une charge, c'est un devoir. C'est finalement quelque chose qui vient de ce que nous ont appris ceux qui ont souffert au XXe siècle de tout ce qui s'est passé en Europe et qui nous disent que pour que chacun ait des droits, ils ont construit un système d'accueil qui est aussi issu des principes de la Révolution française, mais qui est aussi issu de la réflexion d'énormément d'Européens et que nous donnons pour finalement faire en sorte que chacun puisse se sentir citoyen du monde. Nous n'avons pas à avoir peur. Donnons-nous les moyens pour faire en sorte que l'immigration soit une chance, que l'asile soit correctement assumé. Et cela, Monsieur le Premier ministre, nous avons noté l'évolution de votre discours entre celui du Président de la République il y a quelques semaines et aujourd'hui, mais il est absolument indispensable de marquer cet attachement à l'accueil et que l'État s'engage complètement dans un cadre européen à faire en sorte que, sans stigmatisation, nous puissions arriver à saisir cette opportunité pour en faire un acte et un vecteur de progrès.